Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. L'industrie textile a occupé à Drummondville une place tellement prépondérante dans la vie économique et sociale que nous ne pouvions pas ne pas lui consacrer une émission entière. Et comme c'est au sortir de la guerre, à peu près autour des années 1950-1960, que l'industrie textile a atteint ici son apogée, c'est cette période, plus précisément, que nous avons décidé d'étudier. Et qui d'autre que d'anciens travailleurs de la Célanise pouvait le mieux nous en parler et avec plus d'abondance et d'aplomb. Aussi, nous avons regroupé autour d'une table dans une taverne 2 anciens travailleurs de la Célanise, ainsi que l'ancien propriétaire de l'établissement en question, qui lui a reçu pendant de nombreuses années les milliers de travailleurs qui sortaient de l'usine quotidiennement. Ce faisant, nous ne voulons cependant pas occulter toute une partie de l'histoire du textile, en fait la toute première partie, c'est-à-dire celle qui va des années 1920-25 à 1940, et qui est somme toute, en définitive, peut-être la période la plus importante de l'industrie textile, dans la mesure où c'est à ce moment-là que l'industrie arrive, qu'elle attire avec elle des milliers de travailleurs, que la population augmente et que l'on vit des bouleversements économiques, sociaux, politiques, administratifs sans nombre. Pour étudier en deuxième partie cette période, nous allons faire appel au service d'une historienne, Mme Micheline Martin, et nous allons puiser abondamment dans les écrits d'un sociologue qui est venu spécialement des États-Unis étudier la ville de Drummondville à la fin des années 30. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en cours de route, c'est-à-dire entre les 2 blocs, Mme Brenda-Lie Leblanc nous présentera, comme d'habitude, sa chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». À la fin des années 30, le sociologue Everett C. Hughes est venu à Drummondville pour étudier la société, pour étudier spécialement l'influence de l'industrialisation sur une petite ville de province. Alors, il a parcouru la ville, il a sillonné la ville pendant plusieurs mois, et il en est sorti de cela une étude intitulée French Canada and Transition en anglais, et qui a été traduite depuis. Nous allons pouvoir vérifier dès cette première partie d'émission si les écrits d'Everett Hughes ont misé juste, ont frappé juste. Alors, nous allons dès maintenant rejoindre nos 3 compères à la taverne. Il y avait le transport, à part de ça, des bicycles. Ah, le bicycle, il y avait un rack à bicycle. Un rack à bicycle, un bar bicycle. Il s'en va voler des bicycles. Il n'y avait pas de... Là, il n'y avait pas d'auto, parce que... Il devait avoir 20-25 autos au maximum. Puis ils ont été à 5 000 employés. Et ça passait pas. Ici, tu n'avais pas de boulevard. Dans ce temps-là, non. C'était une petite ligne qu'il y avait. Ça rentrait, ça, c'est l'année, c'est je rentrais en arrière, là. Saint-Simon. Saint-Jean-Baptiste. Oui. Puis ici, en avant. La grande entrée était ici en avant. Oui, l'entrée principale. C'était celle avec, pour les véhicules. Oui. Ah oui. Quelle barrière. Comme policier, je pense que votre bureau était ici en avant. Oui, en avant. On avait des bureaux en avant, mais le bureau principal était dans la bâtisse numéro 1. Il y en avait les premiers soins, ceux qui étaient blessés. Dans ce temps-là, on était à 21 avec 21, puis il y avait des armes de barrière. J'ai voiture de rentreur, puis de sorteur. Il y en avait plus que Drummondville. Oui, il y en avait un peu plus nombreux que d'autres. Il y avait plus de policiers à Célanise que la ville.
Dans les patrons, je crois, les grands patrons, c'était presque tous des Anglais. Comme le... Moi, quand j'étais arrivé là, c'était exclusivement les Anglais. Ouais, comme le Square ici, là, Ouais, c'était tous des Anglais. C'est un petit nombre, ça. Là. Ouais. Il y en a beaucoup qui restaient ailleurs. Oui, oui. Mais il n'y avait pas aucun Canadien qui achetait une maison là. Non, c'était strictement réservé. C'est un service que la compagnie faisait à ses gens. Il était chauffé à bord de ça par la compagnie. Ah, il était chauffé, éclairé, il avait tous les services. Il y en avait deux clubs dans ce temps-là. Tu avais le Square des Anglais, c'est ce qu'on Ici en appelait. arrière, complètement en arrière, ici, là, ouais. Ça, c'était pour les boss, ça. Ouais, je pense que Les employés se mêlent à peau. C'était pas trop bien. Il y avait une marge. Les patrons avaient une salle à manger au cafétéria. Les femmes avaient une salle à manger au cafétéria. Ah oui? Ouais, t'as divisé ça. T'as pas Ça, trop les ensemble. autres. Parce que c'était grand, ça. Puis là, ben, les employés, tu t'as quasiment tous des boss qu'il y avait dans le Square des Anglais. Oui, ici en avant, là, on appelait ça le Square, c'était un peu anglais, là, oui. Ah, il y avait des membres. Ici, Peut-être en membres, passant, je pense. Oui, il y a une carte de membre. Deux piastres. Il y avait les jeux de croquet aussi qui étaient Il veut là. croquer, il veut Ouais, de balle, de baseball. il veut de baseball. Baseball, hockey. Ah oui, Shuffleboat, le dard. Les dards, c'était fort. Oui, ça, il y avait du monde qui passait là dans ce temps-là. Et puis, il était au-dessus de 5000 employés dans ce temps-là. Oui, 5 000. 5 003. Le nom spinning, là, ça, c'est venu du rouet. Ouais, Un ok, rouet, ouais. les personnes Tu veux? Tu fais à savoir. T'as-tu parlé de. Tu dois te rappeler de ça, toi, tu sais, dans le temps dans le temps de la Salanis, quand ça finissait à 3 heures, Oui, des fils de monde qu'il y avait ici. oui. À 3 heures, ça arrête ça. C'est pour ça qu'on a acheté ça. Moi, je me rappelle pas de ça. Toi, tu dois t'en rappeler, peut-être assez vieux pour ça. Ah oui, oui, oui. Pas vraiment parler, mais toi, tu peux nous en parler. Oui, c'est une bonne idée, ça va. Ouais, dans ce temps-là, justement, c'est pour ça qu'il y avait du monde de même. Parce qu'il y avait des gens La en draft avant. était à 10 cents. La draft était à 10 cents et la petite bière à 30 cents. La grosse bière à 45 cents. Les pourboires étaient à 5 cents aussi, là. Ça, tu penses ça, là. C'est ça, il faut que le monde y pense. Aujourd'hui, c'est plus à 500. Après ça, on donnait du fromage puis des chips gratis le vendredi. fromage, C'est pour ça qu'il y avait une filée dehors. Mais dans ce temps-là, ils commanditaient le fromage. Ils sont commandités, on le paye. Dans le temps, les gars, ils mettaient, mettons, une pièce, t'avais 10 verres, ou 2 pièces, mais Ah oui, quoi, Il les était choses, plein, c'était plein, plein. plein, plein, plein. Les waiters, ils voyaient C'était 2 pièces, puis le waiter, il donnait 10 cents. Ouais. Le waiter, il donnait 10 cents de pourboire. 5 cents souvent. Oui, 5 cents souvent. 5 cents souvent, dans ce temps-là. Au club, nous autres, c'était pareil. Le gros, c'était 5 cents de type. Ouais. Ah ben oui. Ben oui. Il fallait qu'il y ait du monde. Travailler les fins de semaine, là, Oui. puis faire 100 piastres de type. Eh, Pas moi, 5 cents, pas 10 cents. Ouais, 100 Là, pièces en ce il y temps-là. avait du monde dans ce temps-là. Il y avait juste une demi-heure pour aller dîner. Oui. Et puis on se dépêchait. Ah, ouais, Il y a dans ce temps-là qu'on fumait. Ouais. Une demi-heure pour le café, fumer. Des Le fois, café. on mange à Bordeaux. Une demi-heure de Juste temps? une demi-heure pour dîner. Pour dîner en même temps? pour dîner. Ça, ah oui, c'est vrai, Pour ouais. dîner, t'avais pas de C'est à fumoir. trois, oui. T'avais pas de fumoir dans le département, t'avais pas le droit. T'as défendu de fumer. En Ouais, les heures, c'était probablement 60 heures. dans ce 60 temps-là. heures, Ouais. 60 heures, t'avais 4 chiffres.
7-3, 3-11, 11-7, puis la swing. Ouais. La swing, c'était quoi ça? La swing, ben c'est un chiffre ça, qui remplaçait dans la semaine pour donner des congés aux Ah, autres. OK. C'est Il y avait une journée de congé. Il fallait que les autres fassent 12 heures. Parce que je crois qu'il n'y avait pas de femmes qui travaillaient la nuit, hein, 11 à 7. Non, là. dans ce pays-là, Je sais que non. c'était fait ça à 11 heures. Il y avait 3 à 11. 7 à 3, 3 à 11. Ça, Oh, je me rappelle de ça. 7-3, 3-11, puis Ouais. 11-7. 11 à 7, il n'y avait pas de femmes. Non, il n'y avait pas de femmes. Là. Dans ce pays, nous autres, il y a eu des femmes Juste en dernier. en dernier. Non, pas. En dernier, parce La que- spelling, je pense que c'était plus la préparation, hein, que vous C'est là aviez, qu'on vous fait autres, que tu vous fais faites ça, semaine et Finalement, dimanche. là, ouais, Ça ça fermait arrêtait jamais. pas. Non. Ça n'arrêtait même pas dans les vacances. là. Non, il y a eu des moments que ça n'arrêtait pas. Ouais, en dernier, ils fermaient ça, je pense. Mais quand j'ai commencé là, moi, en 51, ça n'arrêtait pas, ça. Pour les Non, non, vacances. ça- Ça rendait ça, 365 jours par année. Le travail, ça, c'était pas dur. C'était dur, pas physiquement, moralement. C'est la chaleur de ça, la senteur. Ça Ouais, sentait les places, fort ça sentait terriblement. fort, ouais. Tout ta fermé, tu n'avais pas le droit de rien ouvrir de fois aussi. Ouais, je sais que Puis, ça tu avais, sur l'ouvrage, là, un gars qui venait de une autre manufacture de travailler, là, il était en vacances. Là, les gars allaient en Floride, ils disaient, tu vas pas, toi, les frères? On l'est en Floride. Je suis en vacances, moi, ici. C'est un gars qui a travaillé dur, il travaillait là, lui, ben, tu vois. C'était à mode. Je me rappelle, dans le temps, il y avait mettons, les weavers, là, il y avait 8 métiers, hein? Oui, oui. C'est vrai que c'était modernisé, mais en Damien, il y avait quoi, 40 puis 50 métiers Il y avait. pour la même personne. Ça renait à l'air, en dernier, il était à l'air, à l'eau, oui. à l'air. Ça a perfectionné. Quand ils ont fait le changement majeur là, pour la production du tissage, parce qu'un métier, les anciens métiers, tu ne voyais pas avancer la soie. C'était trop lent. Ouais, Puis avec les nouveaux métiers, japonais, français, ça passait. à l'eau ou à l'air, Ah oui, ok. et tu voyais avancer la soie. Grosse perfection, c'est Au lieu perfectionné. de la traverse La navette, avec je me la rappelais de la navette, navette. ben ouais. là, le brin était traversé par un jet d'air ou un jet d'eau. Ça Alors, passe- la croisée se faisait moins grande, ça prenait moins de temps à faire, et ça faisait plus vite. Ah, c'est sûr. À ce point-là, ils sont modernisés, demain. Ouais, Ils sont Ils ont modernisés. changé autre chose, ils n'ont pas... Ils sont modernisés. Puis nous autres, t'avais, au début, quand je rentrais là, moi, 4 d'or, 3 d'or, 4 d'or. Ça, là, c'est quand les bobines étaient pleines. Là, Ouais, il y a une lumière qui s'allumait au bout de la machine, dans une sirène qui partait. Ça peut dire qu'elle était après à dorfir. Ah, Je ouais, faisais à 4 d'or vers 8 heures. En dernier, ils vont être rendus à 8 d'or. Mais c'était un peu de la faute, c'était un peu de notre faute, ça, parce qu'on a demandé un fumoir, ils ont fait un fumoir, et puis c'est tout vitré, ça. Ouais, OK. Parce qu'il y avait plus de monde dans le fumoir qu'il y en avait sur l'ouvrage. Là, Ils ont fait- ils chargeaient. Ouais. Puis t'avais un bonhomme, on plaçait le bonhomme, nous autres. Quand ça partait, ça, là, c'était à la chaîne, ça, là. Là, le bonhomme partait, puis toi, il fallait que tu dors, ta bobine, quand le bonhomme arrivait, là, Javi, autrement, ça, c'était réglé, ça, pour tant une verve, là, si tu veux, là. La bobine, puis il fallait pour que ça soit bon, que ça arrive, là. Javi, quand le bonhomme passait. Puis on se faisait pogner souvent en avant, surtout à l'heure des repas, Ouais, pour avoir plus de temps, là. ouais. Parce que là, ils ont mis le bonhomme qui passait là, à la chaîne, ils ont mis un couteau pour ça, qui coupait le brin. Là, ils voulaient te suivre, ils voulaient t'attendre. Mais on va à des bons soleils, là, ce genre-là. Bon, Ben, ça des bons soleils. suivait. Tu suivais le temps. Moi, j'ai des bons soleils, ben, quand tu travaillais à 15-20 cents de l'heure, puis Ouais. moi, j'ai rentré là à 50 cents de l'heure. Ouais. 50 cents de l'heure, mais tu montais vite. Tu rentrais là, il était heureux. Le gars qui rentrait ici. Ah, c'est l'année, il ça. était heureux, parce que c'est l'année, ça, ici, tu voulais acheter à crédit, si tu travaillais à Célanée, il n'y Ah, avait il n'y pas a de pas problème. de problème, il n'y a pas de Tu problème. disais, tu travaillais à Célanée, il n'y avait pas de problème. Bonjour. Bienvenue à La meilleure histoire, c'est la vôtre. Cette semaine, l'enquête orale.
Nous avons fait l'inventaire. Maintenant, c'est le moment de l'enquête orale. L'enquête orale va vous servir pour trouver des informations sur certains objets ou sur l'histoire de votre famille. On peut trouver de l'information un peu partout. Mais parmi les objets les plus précieux, ceux qui nous fournissent le plus d'informations, il y a les journaux intimes. Qui n'a pas entendu parler d'une famille où on découvrait un journal intime? Par la suite, on pouvait écrire un volume à partir de ce journal et finalement faire une série télévisée comme Les Filles de Caleb. Alors, pour l'enquête orale, on vous suggère de parler à vos parents, à vos grands-parents. D'ailleurs, lors de conversations, je suis sûre que vous avez déjà fait des découvertes surprenantes sur la vie de vos parents ou de vos grands-parents. Il faut débuter par noter ce que vous savez déjà. Ça va vous permettre de créer des questions afin de combler les informations manquantes. Lors de l'entrevue même, on vous suggère d'apporter des objets, des photographies pour stimuler la mémoire des personnes interviewées. L'idéal, c'est bien sûr d'enregistrer l'entrevue avec un caméscope. Ça vous permet de garder le tout en souvenir. Après l'inventaire et après l'entrevue orale, ce qui manque, c'est peut-être un peu le contexte historique entourant la vie de vos ancêtres. À la prochaine chronique, c'est ce que nous verrons. Nos trois joyeux compères de tout à l'heure nous ont parlé de la période qui va de 1950 à nos jours. On sait cependant très bien que c'est dans les années 20 que le textile s'est installé à Drummondville et qu'il a vraiment bouleversé toute la société de l'époque. Madame Micheline Martin, une historienne de Drummondville, s'est penchée sur toute la question des travailleurs de 1925 à 1940. Nous l'avons rencontrée et nous en avons profité pour lui demander si tout cela était bien vrai, que l'industrialisation avait à ce point augmenté la population de Drummondville. De fait, ces industries-là qui s'installent puis qui embauchent une grande main-d'œuvre, de fait, va attirer, c'est évident, là, une forte augmentation de population. On peut détailler aussi cet aspect-là par les différents secteurs de la ville. Puis on voit que Drummondville, c'est-à-dire la paroisse Saint-Frédéric et Sainte-Thérèse, vont passer de 1925 à 1935 de 4 000 à environ 8 000. Saint-Joseph va passer, elle, de 1 000 à 4 300. Saint-Simon, de 500 à 1 500 habitants. Saint-Pierre va connaître un développement un peu semblable à la région de Drummondville, en passant de 360 à 860. C'est-à-dire qu'il y a deux quartiers, c'est-à-dire Drummondville puis Saint-Pierre, qui connaissent à peu près le double de... On double à peu près la population, alors que Saint-Simon puis Saint-Joseph voient leur population multipliée par plus de 4. Les ouvriers qui arrivent vont de fait aller se loger plus près de leur lieu de travail, vont aussi rechercher, c'est sûr, des terrains qui coûtaient moins cher pour s'installer. On payait aussi moins cher de taxes. Puis, de fait, on était plus près de son lieu de travail. Puis, on pouvait aussi conserver un caractère un peu rural parce que, entre autres, on note que plusieurs de ces personnes-là gardaient encore, par exemple, leur potager, leur jardin potager. Puis c'est sûr que, de fait, par contre, en contrepartie, il y avait des services municipaux moins développés. Il y avait aussi un système scolaire beaucoup moins élaboré, de fait, vu que les gens payaient beaucoup moins de taxes. Ce phénomène-là, on va parler d'homogénéisation sociale. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux quartiers, le quartier Saint-Joseph
et Saint-Simon, qui va être vraiment surtout composé de travailleurs pour la plus grande partie. On s'est laissé dire que, en fait, les vieux résidents de Drummondville qui attendaient de l'arrivée des usines de textiles un pactole, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient de faire beaucoup d'argent en vendant des terrains ou en faisant multiplier leurs activités commerciales, eh bien, on s'est laissé dire que ces gens-là avaient été fortement déçus. Qu'en est-il exactement? Les commerçants, les hommes d'affaires espéraient accroître leur clientèle, faire de meilleures affaires, vendre aussi leurs terrains. Ce qui va se passer avec la création des quartiers ouvriers, c'est que ces quartiers-là vont se développer vraiment en périphérie de la ville, du noyau central de Drummondville. Ce qu'on espérait pouvoir vendre comme terrain, par exemple, on passe à côté. Hein. Les gens vont ailleurs, vont développer leurs propres ressources aussi. Saint-Joseph, entre autres, va devenir une ville à part entière à un moment donné. Ça fait que c'est sûr que les gens des vieux quartiers vont comme manquer de bateau. Hein. On chicane encore de savoir si effectivement la crise économique des années 30 a eu une influence à Drummondville. D'aucuns pensent que Drummondville s'en est tiré tout à fait bien et que finalement même la crise économique n'aurait pratiquement pas existé ici. Voyons voir si c'est tout à fait le cas. Les industries qui vont s'installer, de fait, vu qu'ils connaissent une croissance pendant toute la période des années 20-30, vont faire en sorte que la région de Drummondville va être très peu touchée par le chômage, ou en tout cas va connaître vraiment des effets minimes par rapport à d'autres régions du Québec. Ça fait que la période de crise ici, on la connaît à peu près pas. Mais le phénomène de chômage est quand même là, puis il va quand même attirer l'attention des élites, entre autres le conseil municipal, qui va mettre en place différents moyens ou différentes solutions pour contrer le problème. Entre autres, on va retrouver des demandes de subventions aux différents ministères pour engager des chômeurs. On va se servir de ces subventions-là pour aider au développement des réseaux, par exemple, d'aqueducs et d'égouts. On va aussi mettre sur pied ce qu'on appelle les secours directs, qui sont un peu, c'est ça, comme une forme de bien-être qu'on distribue directement aux personnes démunies. Il va y avoir aussi la création d'un bureau de placement en collaboration les services municipaux avec les industries de la région. On a l'habitude de penser que l'arrivée massive de travailleurs dans un endroit comme ça crée facilement des difficultés de logement, crée finalement une crise de logement. Est-ce que Drummondville a vécu les mêmes affres? Madame Martin saura sans doute répondre à cela. Quand une population s'installe rapidement, puis un peu pas là-bas comme je te pousse, mais presque, il n'y a pas de planification urbaine à ce moment-là. Les gens, parfois, vont avoir des conditions de logement, c'est sûr, qui vont être difficiles. Les gens vont s'installer tout collés, puis de fait, il y aurait besoin de systèmes municipaux développés, mais par contre, vu qu'ils ne paient pas de taxes ou à peu près pas, et vu que le système municipal en place est encore à ses tout débuts, bien, de fait, il n'y a pas de service, fait qu'il n'y a pas des conditions d'hygiène sont parfois assez déplorables. Même à la fin des années 30, on va craindre une épidémie de fièvre typhoïde dans la région de Saint-Joseph. On va aussi parler à quelques reprises, par exemple dans le journal local, du bureau d'hygiène qui fait des enquêtes, puis qui va condamner plusieurs logements. À un moment donné, dans les années, je crois que c'est en 1935, on condamne 65 logements parce que ces logements-là sont vraiment peu habitables. Alors, par exemple, si on parle du logement, on peut mentionner que les coûts moyens du logement à cette époque-là, c'est sûr que c'est différent d'aujourd'hui. En 1934, le coût moyen d'un logement, c'était de 300 à 360 $ par année. Entre 34 et 36, ce qu'on a appelé les logements ouvriers, c'est-à-dire les logements qui étaient construits puis gérés par la ville, on pouvait payer de 240 à 260 $ par année.
Par contre, ce qu'on se rend compte aussi dans différentes sources, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui payaient par contre moins de 200 $ par année. C'est-à-dire que probablement, donc, ce que ça peut nous laisser penser, c'est que c'était pas tout le monde qui habitait des logements neufs ou des logements qui étaient décents. Si on met ça un peu en parallèle avec les salaires dans cette époque-là, pendant à peu près toute la période, là, le salaire va varier entre 800 et 950 environ par année pour les ouvriers. Puis on parlait au niveau du budget d'une famille type, par exemple, de 5 personnes, c'est-à-dire on prévoyait entre 800 et 1100 $ par année pendant toute la période, là, que ça pouvait prendre une famille de 5 pour vivre convenablement, c'est-à-dire payer le loyer, le chauffage ou l'électricité, puis la nourriture. Alors, ce que ça peut nous laisser penser, c'est que c'est ça, les gens avaient tout juste le nécessaire pour vivre. Donc, il y en a peut-être probablement qui logeaient à plusieurs dans des logements ou encore dans des logements de plus ou moins bonne qualité. Je sais que dans le quartier Saint-Joseph, à un moment donné, quand on parle du bureau d'hygiène, dans les années 30, on mentionne qu'il y avait encore des latrines à l'extérieur. Puis ça, on condamne cet état de choses-là dans les minutes du conseil municipal. Par contre, à Saint-Joseph, on disait aussi qu'il y avait peu de chauffage au gaz ou tout ça, que c'était beaucoup chauffé au bois, ce qui amenait probablement aussi des risques d'incendie accrus. Il faut effectivement savoir mettre en perspective cette question de la crise du logement. C'était évidemment une crise du logement, mais cette crise du logement, elle était là parce qu'il fallait faire vite. Les employés arrivaient, les travailleurs arrivaient en masse et il fallait quand même trouver moyen de les loger. Par ailleurs, dans toutes les villes, dans tous les endroits où on a connu une augmentation subite de population comme ça, dans tout ce que les Américains appellent les boom towns, on retrouve effectivement ce style de maison à toit plat, en bois de carré, construite justement parce que ça va vite. Et finalement, il faut aussi rappeler que les logements ouvriers, c'est-à-dire ceux qui appartenaient à la ville de Drummondville, la ville a été obligée, au cours des années 30, de faire énormément de réparations. Et d'ailleurs, a voulu le faire, parce que c'était nécessaire, si bien que tous ces logements, dont plusieurs existent encore aujourd'hui, tous ces logements sont aujourd'hui des logements sans aucun problème de salubrité et qui sont habités, qui ont été achetés par des gens qui, aujourd'hui, sont fiers d'y résider. La semaine prochaine, on change totalement de paysage. Cette fois, on va se retrouver avec des historiens qui vont nous raconter le temps d'une guerre, c'est-à-dire la période 1939-1945. C'est un rendez-vous.